Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Michel van der Kam, chef du service local francophone d'UNIA, et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de présentation du rapport annuel d'UNIA consacré à la Wallonie. En fait, ce rapport complète le rapport général d'UNIA, publié en juin dernier et téléchargeable sur notre site web, tout comme d'ailleurs le rapport consacré à la Flandre. Mais avant de débuter ce webinaire, je tiens à vous dire combien nous considérons la commune comme un acteur incontournable de la lutte contre les discriminations. En effet, les compétences communales, la proximité de l'autorité communale avec les citoyennes et les citoyens, ainsi qu'avec les acteurs de terrain, sont des leviers indispensables au travail de lutte contre les discriminations. Alors, quelques mots sur le service local qui travaille sur la Wallonie. Il est composé actuellement de 6 personnes réparties en binôme qui couvrent le territoire wallon par province. Pour ce faire, la Wallonie met 4 bureaux à notre disposition, à Namur, à Charleroi, à Mons et à Liège. Par ailleurs, les espaces Wallonie nous accueillent en leurs locaux, ce qui nous permet de recevoir les personnes qui s'estiment victimes de discrimination. Enfin, certaines villes et communes mettent aussi des locaux ponctuellement à notre disposition. Sans cette collaboration, notre travail serait rendu bien plus compliqué à réaliser. En fait, nous sommes un peu les ambassadeurs d'UNIA, précédant la troupe de l'institution, des collègues qui viennent nous seconder ou nous renforcer. Le service décline les métiers d'UNIA, que sont le traitement individuel des signalements, l'information, la sensibilisation et la formation des acteurs, et le plaidoyer auprès des acteurs locaux et des autorités communales. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans la suite de ce séminaire. Tout au long du webinaire, vous aurez l'occasion de poser des questions dans le Q&A. Les autres participants pourront liker les questions qui les intéressent. Nous y répondrons en fin de l'événement. Par ailleurs, je vous informe que le webinaire est enregistré et qu'il sera publié sur notre chaîne YouTube. Cela étant, je passe tout de suite la parole à mes collègues qui vont vous présenter leurs zones respectives. Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Rosillon et je travaille donc pour le service local francophone d'UNIA et plus spécifiquement sur la province de Liège. Donc, comme Michel l'a dit, notre première mission sur le terrain, c'est le traitement des signalements individuels de discrimination. Donc concrètement, qui peut faire appel à nous? C'est toute personne qui s'estime victime ou qui est témoin d'une situation de discrimination ou qui simplement recherche des renseignements sur le sujet. Lorsqu'une personne nous rapporte une situation de discrimination, la première étape va être de l'écouter et d'analyser avec elle s'il s'agit bien d'une forme de discrimination au sens de la loi et si UNIA est compétent pour intervenir dans cette situation. Bonjour, je m'appelle Mélissa Gonnet et je travaille également sur la province de Liège. Alors, dans le cas où UNIA est compétent, nous tentons toujours de trouver une solution qui passe par le dialogue et la conciliation. Avec l'accord de la personne qui nous a interpellés, nous allons d'abord prendre contact avec la partie mise en cause pour entendre sa version des faits. Si la discrimination est avérée, nous tentons d'obtenir une solution à la situation ou une réparation pour la victime. Dans certains cas, la négociation, malheureusement, ne pourra pas aboutir. Et si les éléments en notre possession sont foracés, UNIA peut rester en justice. Toutefois, cela ne représente que moins d'1% de nos dossiers. Bonjour, moi c'est Sébastien Boquet. Je travaille en binôme avec ma collègue Astérie et nous sommes les personnes de contact de la zone de Namur, Luxembourg et une partie du Brabant wallon. Bonjour, je m'appelle Astérie Moukarbebeya, donc je suis sur la zone de Namur, Luxembourg et une partie du Brabant wallon avec mon collègue Sébastien. Je vous parle de la seconde mission d'UNIA, à savoir informer, sensibiliser et former les professionnels, faire connaître la législation antidiscrimination, promouvoir la lutte contre les stéréotypes et les préjugés et promouvoir la mise en œuvre des aménagements raisonnables. Nous faisons également connaître UNIA, ses missions, ses actions et recommandations, tout en les reliant en fait sur le plan local. Enfin, nous participons aux campagnes, activités
menée par nos partenaires locaux. Bonjour, je m'appelle Marie-Louisie, je suis la personne de contact pour la zone du Hainaut. Je vais vous parler de notre troisième mission, la mission de plaidoyer. Notre travail implique de rencontrer les autorités locales. Notre mission est de les inciter à mettre la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité des chances à leur agenda politique. Maintenant, je vais passer la parole à notre collègue liégeoise, Mélissa, qui va vous parler des chiffres de notre rapport annuel. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour votre bonne compréhension, il est quand même important de revenir d'abord sur le vocabulaire utilisé par UNIA, à savoir les signalements et les dossiers. Alors, les signalements, en fait, ça regroupe toutes les prises de contact auprès d'UNIA. D'une part, il peut s'agir des personnes qui s'estiment être victimes de discrimination ou qui sont témoins de situations discriminatoires. Dans les faits, de temps en temps, le signalement ne passera pas en dossier, même s'il y a un motif de discrimination, parce que la personne ne désire pas aller plus loin ou lorsqu'il s'agit d'un témoin, parce qu'elle n'est pas elle-même victime de la discrimination. D'autre part, les signalements, ça peut aussi regrouper les demandes d'informations ou de conseils d'organisations, de communes ou d'entreprises qui se posent des questions sur la législation antidiscrimination. Par contre, un signalement devient un dossier lorsqu'il y a un motif de discrimination, mais également que les éléments en notre possession sont quand même déjà un petit peu présents et que la personne qui nous a interpellés désire aller plus loin dans le dossier. Dans ce cas-là, UNIA prendra contact, comme je le disais, avec la partie adverse et on tentera de trouver une solution au problème qui nous a été amené. Alors, passons désormais aux chiffres. Nous allons commencer par les signalements, donc les prises de contact. En 2020, UNIA a reçu un total de 1200 signalements provenant de la Wallonie sur un total de 9466 signalements à l'échelle nationale. Alors, c'est une légère diminution par rapport à 2019, puisqu'en 2019, on comptabilisait 1312 signalements pour la Wallonie. Clairement, cette baisse, elle peut être expliquée par les différentes périodes de confinement et à l'arrêt de certaines activités. Au niveau des provinces, c'est toujours la province du Liège et du Hainaut qui reçoivent le plus grand nombre de signalements, suivis par les provinces de Namur, du Brabant wallon et enfin du Luxembourg. Au niveau du top 3 des domaines pour lesquels UNIA a reçu le plus de signalements, nous avons en premier lieu les biens et services avec 35%, suivi par l'emploi avec 21%, et puis sur la troisième marche du podium, la vie en société et l'enseignement à égalité. Alors les biens et services regroupent un large éventail de services publics, les transports, le commerce, l'URECA, les services financiers et bien sûr le logement. Il s'agit de personnes qui nous contactent pour des potentielles discriminations, notamment concernant une différence de traitement pour trouver un logement ou encore une entreprise qui se questionne sur sa politique de gestion de la diversité en son sein ou encore parents qui se voient refuser des aménagements raisonnables pour leur enfant à besoins spécifiques dans une école. On le voit tout au long des dernières années, il y avait eu une augmentation des signalements, mais il y a eu des petites différences entre 2019 et 2020, puisqu'il y a quand même une hausse significative des signalements dans le domaine des biens et services et une baisse importante dans les domaines de l'emploi et de l'enseignement. En effet, il y a une augmentation de 21% en biens et services, puisqu'on est passé de 344 à 416, alors que
Pour les signalements en emploi, nous sommes passés de 325 à 249, soit une baisse de 23%. Et en enseignement, les signalements en 2019 étaient de 251 pour 143 en 2020, soit une baisse de 43%. À nouveau, la crise sanitaire est largement responsable de cette différence de chiffres, notamment en raison de l'obligation du télétravail et de l'école à distance. Pour les critères, au niveau du top 3, nous retrouvons les critères d'irration qui regroupent la prétendue race, la couleur de peau, la nationalité, l'ascendance et l'origine nationale et ethnique. Le handicap en deuxième position avec 23% et enfin la fortune avec 10%, la fortune étant la capacité réelle financière d'une personne, quelle qu'en soit son origine. C'est identique au niveau du classement à l'année dernière, sauf que le handicap arrivait en première position par rapport aux critères sociaux, critères raciaux, pardon. Comme chaque année, UNIA reçoit également un nombre important de signalements pour lesquels nous ne sommes pas compétents, à savoir 16% pour l'année 2020. Dans ce cas-là, nous redirigeons les personnes vers des services plus pertinents pour répondre à leurs questions ou leurs signalements. On va désormais passer aux dossiers. Donc, je le rappelle, les dossiers, ce sont les situations pour lesquelles il existe un motif de discrimination, pour lesquelles nous avons quelques éléments et pour lesquels nous avons l'accord de la personne pour aller plus loin dans le dossier. Alors, de nouveau, tout au long des dernières années, il y avait eu une hausse d'ouverture de dossiers en Wallonie, mais pas pour l'année 2020, puisqu'on est passé de 561 en 2019 à 529 en 2020. 529 dossiers ouverts en Wallonie, ça représente 24% de l'ensemble des dossiers ouverts par UNIA à l'échelle nationale. Ce sont toujours les provinces du Hainaut et de Liège qui restent en tête au niveau de l'ouverture des dossiers. Les trois domaines les plus concernés au niveau de l'ouverture des dossiers en Wallonie restent comme pour l'année 2019, les biens et services avec 43%, l'emploi avec 23% et l'enseignement avec 13%. Comme pour les signalements, on peut constater une augmentation de la proportion des dossiers en biens et services puisqu'on était à 30% en 2019. Une diminution des dossiers en enseignement, on était à 25% en 2019. Par contre, la proportion des dossiers en emploi reste relativement stable puisqu'on était à 25% en 2019. Si l'on compare ce top 3 avec celui du reste du pays, les deux premiers domaines sont identiques mais inversés. C'est l'emploi qui arrive en premier, suivi du domaine des biens et services. L'enseignement, par contre, arrive en troisième position en Wallonie, mais n'est qu'en cinquième position au niveau national, puisqu'en troisième position, on retrouve les médias, suivis par le domaine de vie en société. Lorsqu'on fait le top 3 des critères pour lesquels UNIA a ouvert le plus de dossiers en Wallonie, nous retrouvons le handicap avec 30%, les critères raciaux avec 21% et le critère de la fortune avec 14%. Alors à nouveau, il est intéressant de comparer cette différence entre le côté wallon d'un côté et le côté national de l'autre, puisqu'au niveau national, ce sont d'abord les critères raciaux qui arrivent en tête, suivi du handicap et des convictions religieuses et philosophiques. Le critère de la fortune n'arrive qu'en quatrième position au niveau national, avec 7% des dossiers ouverts en Belgique, alors que celui-ci représente quand même 14% au niveau de la Wallonie. C'est une différence qui est intéressante et qui est sans doute expliquée par la prévalence des dossiers de discrimination fondés sur la fortune dans le sous-domaine du logement. Mais nous y reviendrons plus tard. Nous allons désormais nous attarder un peu plus sur le top 3 des domaines en Wallonie.
Alors, je vous le disais, les biens et services constituent le domaine pour lequel nous avons ouvert le plus de dossiers en Wallonie. On peut remarquer dans le graphique que la majorité des situations de discrimination liées au logement dans le domaine donc font partie du logement avec 52%, viennent ensuite le commerce avec 19%, puis la santé et l'aide aux personnes avec 8%. La proportion plus importante de ces deux derniers sous-domaines pour l'année 2020 est à mettre en relation évidemment avec les mesures de gestion de la pandémie, mais ma collègue Caroline y reviendra de manière plus détaillée par la suite. Si on examine la question du sous-domaine logement, on constate donc que dans la majorité des cas de discrimination, ceux-ci sont basés sur le critère de la fortune avec 53%. Il s'agit par exemple du refus de louer un bien à une personne qui est marge du CPAS ou qui bénéficie d'allocations de chômage ou d'invalidité. Dans ce type de dossier, UNIA intervient auprès des propriétaires privés ou des agences immobilières pour interpeller, rappeler la loi, éventuellement obtenir une réparation pour la victime. D'ailleurs, nous travaillons beaucoup avec les agences immobilières à l'heure actuelle, notamment au sujet de leur formulaire de candidat locataire. En effet, de plus en plus d'agences immobilières demandent aux personnes qui sont désireuses en fait de louer un bien, de pré-remplir un formulaire qui demande des informations telles que leur statut professionnel, les coordonnées de leur propriétaire actuel, leur nationalité ou encore un garant. Alors que l'on sait que demander de telles informations est contraire à la législation antidiscrimination et au décret wallon relatif au bail d'habitation de mars 2018. Comparativement au reste du pays, c'est toujours en Wallonie que le problème de discrimination au logement sur base du critère de la fortune est le plus important. En effet, comme l'année précédente, un dossier logement fortune sur 2 provient de la Wallonie. Ce chiffre est proportionnellement très important puisque sur l'ensemble des dossiers ouverts par UNIA, je le disais, la part wallonne n'est que de 24%. Donc ce constat, il souligne à quel point les problèmes de discrimination sur base du critère de la fortune dans le logement sont importants en Wallonie. C'est pourquoi cette problématique reste toujours l'une des priorités du service local dans son travail structurel, notamment avec les communes. Le deuxième critère le plus concerné par les discriminations au logement sont les critères dits ratios. Bien qu'ils arrivent en deuxième position dans notre classement, nous savons que nos chiffres ne reflètent pas totalement la réalité de terrain et que ça ne représente que la partie visible de l'iceberg. En effet, des études récentes ont pu démontrer qu'en Wallonie, les discriminations raciales restaient également fort problématiques. Mon collègue Sébastien y reviendra de manière plus détaillée plus tard. Et enfin, sur la dernière marche du podium, on retrouve le handicap. Il peut notamment s'agir de refus d'aménagement raisonnable de propriétaires privés, mais également de sociétés de logement social ayant un impact alors direct sur les personnes en situation de handicap. On peut citer comme exemple le fait de refuser de remplacer une baignoire par une douche pour une personne à mobilité réduite, ou encore le refus de chiens et donc de chiens d'assistance pour personnes en situation de handicap. Alors, sur cette diapositive, vous retrouverez d'autres exemples de situations de discrimination au logement, à savoir le fait de refuser de louer son bien à un couple homosexuel ou à une personne qui porte le foulard. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.unia.be pour obtenir des conseils sur la manière dont il est possible de prouver une discrimination au logement. Ensuite, sur la deuxième marche du podium, nous avions donc l'emploi, qui reste le second domaine le plus concerné par l'ouverture de dossiers de discrimination en Wallonie, soit 122 dossiers pour l'année 2020. Le top 3 au niveau des critères pour l'ouverture de ce type de dossier, c'est le handicap avec 28%.
les critères raciaux avec 18% et enfin l'état de santé avec 17%. Alors la discrimination dans le domaine de l'emploi, elle se trouve à différentes étapes du parcours professionnel de la personne. Il peut s'agir de problèmes de discrimination lors du processus d'embauche, des cas de licenciement abusif, des refus de promotion ou d'accès à des formations, ou encore des relations compliquées entre collègues ou avec la hiérarchie. Tout ça toujours sur base des critères protégés par la loi. UNIA est également régulièrement contactée par des personnes qui sont en situation de handicap et qui se voient refuser par leur employeur des aménagements raisonnables tels que l'aménagement de leur plan de travail ou encore la mise en place d'un horaire plus flexible pour notamment, par exemple, aller à leurs rendez-vous médicaux ou autres. Nous ouvrons aussi plusieurs dossiers par an pour des personnes dont l'environnement de travail est devenu toxique en raison de harcèlement, par exemple, raciste ou homophobe. Enfin, sur la troisième marche du podium, nous retrouvions l'enseignement comme troisième domaine, à savoir que donc le nombre de dossiers ouverts en enseignement a fortement baissé en 2020, passant de 144 dossiers en 2019 à 71 en 2020. Pourtant, ce domaine reste sur la troisième marche du podium des domaines les plus concernés par les discriminations en Wallonie, avec une proportion quand même de 13% des dossiers wallons. Si l'on compare avec les autres régions de la Belgique, c'est en Wallonie que cette proportion est la plus élevée. C'est toujours le critère du handicap qui arrive en tête de ce classement. Il s'agit principalement toujours de dossiers liés aux aménagements raisonnables pour des élèves à besoins spécifiques. Nous avons très régulièrement des parents qui nous contactent parce que l'école refuse la mise en place des aménagements raisonnables pour leurs enfants. Nous avons également ouvert des dossiers concernant l'accessibilité des bâtiments scolaires qui empêchent les élèves à mobilité réduite d'accéder à certaines classes, ce qui impacte évidemment leur parcours scolaire. La deuxième marche du podium était occupée par les critères raciaux. Pour 2020, il s'agissait principalement de dossiers portant sur les décisions des conseils de classe, notamment les évaluations, les orientations et le redoublement, et sur le soutien pédagogique. D'autres dossiers ont été ouverts pour des faits de harcèlement sur base de la couleur de peau et de l'origine nationale notamment. Je vais désormais passer la parole à ma collègue Caroline qui va s'attarder sur l'impact des mesures Covid sur le travail de notre équipe. Donc, lorsqu'on s'intéresse à l'impact évidemment du Covid-19 sur le travail d'UNIA et sur le travail local en Wallonie, cet impact se fait ressentir à différents niveaux. Donc, il y a d'abord eu évidemment l'impact de la crise sur les dossiers et les signalements qu'on a reçus en 2020. En fait, la crise sanitaire a fait naître de nouveaux types de dossiers qui sont en lien direct avec les différentes mesures qui ont été prises par nos gouvernements pour lutter contre la propagation du virus. Alors, ces nouveaux dossiers qui émergent en 2020, ils concernent les impacts de ces mesures sur une série de libertés individuelles, telles que la liberté de circuler, la liberté de se rassembler, mais aussi le droit à la vie privée notamment, et aussi sur une série de droits collectifs, comme l'accès à la santé, l'accès au travail, l'accès au logement ou l'accès à l'éducation. Ce que révèlent aussi les dossiers et les signalements qu'on a reçus en 2020, c'est les impacts en termes d'inégalité que ces mesures ont engendré en fait dans leur application, alors qu'elles sont censées évidemment s'appliquer de manière égale pour tous et toutes. On remarque à travers nos dossiers que finalement ce sont les groupes qui sont déjà les plus fragilisés dans la population qui ont le plus subi les impacts de ces mesures sanitaires. Alors, si on s'intéresse aux chiffres relatifs à ces dossiers spécifiquement liés à la crise du Covid-19 et à ces mesures, en 2020, à l'échelle du pays, UNIA a ouvert 1754 signalements en lien direct avec le Covid-19. Et sur ces signalements, il y en a uniquement 136 qui proviennent de la région wallonne. Donc, ça représente une part de même pas 8%. Alors, comment est-ce qu'on explique cette différence par rapport au nombre de signalements entre la Flandre et la Wallonie? Donc, c'est lié à ce qu'on appelle les signalements de masse. Donc, des signalements de masse, c'est
un nombre très important de citoyens qui nous contactent pour nous faire part du même problème, et souvent c'est lié à des faits médiatiques importants. Donc on peut donner un exemple du côté flamand d'un film parodique qui avait été diffusé par le magazine Humo et qui mettait en scène le virologue Mark van Ranst dans le rôle du héros du film qui abattait en fait un groupe de nationalistes flamands. Et suite à la diffusion de ce film parodique, en fait, on a reçu plus de 300 signalements pour les mêmes faits. Donc c'est ce genre de dossier qui fait gonfler en fait le chiffre du côté néerlandophone. Alors, si on s'intéresse uniquement aux dossiers qu'on a reçus en Wallonie, sur les 136 signalements, il y en a 73 qui ont donné lieu réellement à l'ouverture d'un dossier, donc ça veut dire à une intervention de notre part. Et par rapport aux domaines qui sont les plus concernés, on voit qu'une part importante est occupée par les biens et services. Viennent ensuite les domaines du travail et de l'emploi, et enfin l'enseignement. Donc c'est vraiment 3 domaines qui, on le sait, ont été particulièrement visés par les mesures qui ont été prises pour lutter contre le Covid-19. Alors, si on s'intéresse maintenant aux critères qui sont les plus concernés dans ces dossiers, on voit que c'est essentiellement en très grande majorité donc le handicap et l'état de santé qui sont concernés dans ces dossiers liés à la crise. Alors, c'est principalement en fait l'impact des mesures qui ont été prises sur les personnes qui sont en situation de handicap. Et on pense notamment à toutes les mesures qui ont été mises en place dans l'accès aux biens et services, mais aussi surtout au commerce, aux magasins. On pense aux règles de distanciation sociale, à l'obligation de faire ses courses seul, aux files d'attente à l'entrée des magasins, ou alors encore au port du masque pour les personnes qui, en raison de l'état de santé ou du handicap, ont des difficultés à le porter. Alors, dans ce type de dossier, UNIA a été très régulièrement appelée à rappeler en fait soit aux gérants de ces commerces, soit notamment à un niveau plus structurel à Comeos, qui est la Fédération des commerces et services de Belgique, l'obligation de mettre en œuvre des aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap lorsque les règles sont inadaptées à leur situation individuelle et que ces personnes se retrouvent dans une situation inégale par rapport à l'accès à ces biens et services ou à ces commerces en raison de leur état de santé ou de leur handicap. Et ces aménagements raisonnables, cette obligation d'aménagement raisonnable, évidemment, doit se traduire dans les faits par des adaptations de ces règles sanitaires. Alors, on peut donner 2 exemples ici du type de dossier qui sont assez représentatifs du type de dossier qu'on a eu à traiter en Wallonie et qui sont en lien direct avec donc, ce que je viens de dire comme problématique. Le premier exemple concerne justement les supermarchés et cette règle qui était d'application tout un temps de faire ses courses seul, mais aussi d'utiliser nécessairement un caddie individuel pour pouvoir respecter la distanciation sociale. Alors, dans le cas très concret ici de cet exemple, c'est une dame qui est âgée et qui a des problèmes de mobilité, qui fait ses courses régulièrement dans un petit commerce de proximité. Et en fait, cette dame qui a des problèmes de mobilité se déplace avec un déambulateur. Et donc, il est impossible pour elle d'utiliser un caddie individuel puisqu'elle a besoin de son déambulateur. Pour cette raison, elle se fait refuser le droit d'entrer dans son commerce de proximité et donc elle interpelle UNIA pour défendre ses droits. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on contacte le gérant du magasin qui, en fait, se montre ouvert, mais dit qu'il a très peur des contrôles de police dont il est l'objet régulièrement par rapport au respect des règles sanitaires. Et il ne connaît pas cette notion d'aménagement raisonnable. Donc là, le rôle d'UNIA a été évidemment de lui expliquer la législation antidiscrimination, l'obligation d'aménagement raisonnable et donc d'adapter cette règle pour la situation de cette dame qui se retrouve dans une situation inégale par rapport aux autres clients du magasin. Ce qu'il a tout à fait entendu et donc a accepté à partir de ce jour-là, évidemment, que la dame vienne faire ses courses sans devoir utiliser un casier individuel. Et il a aussi tenu à imprimer le courrier d'UNIA reprenant l'analyse en termes d'aménagement raisonnable pour pouvoir l'utiliser en cas de contrôle de la police. Alors, un deuxième exemple concerne une piscine communale. Donc, ici encore, c'est une personne qui a des problèmes de mobilité, qui
a l'habitude de se rendre plusieurs fois par semaine pour des séances de natation dans la piscine de sa commune. Et si vous vous rappelez, en 2020, en fait, quand les piscines ont pu réouvrir, elles devaient respecter, là encore, toute une série de mesures très strictes, notamment les créneaux horaires dans lesquels on pouvait utiliser la piscine qu'on devait réserver étaient assez étroits. Il y avait une série de règles par rapport à aussi, il fallait venir seul, utiliser des vestiaires individuels. Il y avait des sens de circulation dans les infrastructures pour que les personnes évitent de se croiser, etc. Toutes ces règles étaient inadaptées à la situation de cette personne qui nous contacte. Pourquoi? Parce qu'en raison de ce problème de mobilité, c'est quelqu'un qui, par exemple, va mettre beaucoup plus de temps que les autres pour se changer avant et après sa séance de natation. Elle a besoin de quelqu'un pour l'aider, son conjoint, donc pour cet avant et cet après. Elle a besoin du coup aussi d'un vestiaire plus grand. Et le fait d'allonger le déplacement parce qu'on ne peut plus rentrer et sortir par la même issue est aussi compliqué pour elle. Et du coup, si elle doit respecter toutes ces règles, elle avait un temps de sa séance de natation fortement écourté. Donc, elle a fait d'abord elle-même la demande pour adapter ses règles à sa situation, donc une demande d'aménagement raisonnable, mais ça lui a été refusé. Donc, UNIA est intervenue, a négocié avec le directeur de la piscine en rappelant encore une fois cette obligation d'aménagement raisonnable. Et puis finalement, dans ce dossier, un accord a été trouvé et des adaptations ont été permises pour cette personne, notamment une extension du créneau horaire dans lequel elle pouvait utiliser l'infrastructure, le fait de pouvoir entrer et sortir par l'issue la plus facile et la plus proche pour elle, et la possibilité de se faire accompagner et d'utiliser un vestiaire plus grand. Donc ce sont deux exemples qui sont assez représentatifs du type de dossier dans lesquels on est intervenu en 2020, directement liés à l'impact des mesures prises pour lutter contre le Covid. Alors ça, c'est le travail au niveau du traitement des dossiers individuels. Évidemment, on a été amené à travailler à un niveau beaucoup plus structurel sur les problématiques qui sont liées à la crise sanitaire. Et on a publié en 2020 plusieurs rapports, dont un rapport qui en fait se fonde sur l'analyse des signalements et des dossiers qu'on a reçus en 2020 et qui pointe réellement les impacts et les inégalités en fait qu'a entraîné donc la mise en œuvre de ces mesures, donc comme on vient de le citer dans les exemples, et surtout l'impact sur les groupes déjà fragilisés dans la société, comme les jeunes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes en institution également. Ce rapport, il met aussi en avant différentes initiatives qui ont été prises par l'UNIA pour interpeller sur ces questions et pour évidemment faire changer aussi, faire bouger la réglementation dans un sens qui soit plus égalitaire. Alors, il y a un autre rapport qui a été publié aussi en 2020 qui est important puisque, on l'a vu à travers les exemples, c'est principalement les personnes en situation de handicap et leurs proches qui ont été vraiment impactés négativement par ces mesures dans leur vie quotidienne. Et donc, on a publié un rapport spécifique sur cette question qui est issu d'une consultation des personnes qui vivent réellement dans ces situations. Et donc, on vous invite évidemment à aller consulter ces publications qui sont disponibles sur notre site internet. Alors finalement, la crise du Covid a eu et a toujours des répercussions sur nos façons de travailler au service local, puisqu'on l'a vu, une de nos missions, c'est de faire de la sensibilisation et des séances d'information à l'égard de différents publics, séances qu'on faisait initialement en présentiel et qu'on a dû réinventer à distance. On avait heureusement un outil préexistant à la crise du Covid, qui est un outil d'e-learning, donc de formation en ligne à la législation antidiscrimination et à différentes thématiques, donc qui s'appelle eVive. Et voilà, on a dû réinventer nos façons de faire, comme aujourd'hui pour ce webinaire. Et puis enfin, ça a eu évidemment des impacts sur notre travail de terrain auprès des partenaires locaux, puisque une part importante de notre travail consiste à aller à la rencontre de différents partenaires, et notamment des autorités locales. Cela dit, la distance ne nous a pas empêché de continuer notre travail structurel et notre travail de plaidoyer auprès des communes wallonnes. Et je laisse pour ça la parole à mon collègue Sébastien Boquet qui va vous en parler. Merci beaucoup Caroline.
Le travail de plaidoyer, on va débuter en l'illustrant par le domaine du logement. À travers ce rapport, le service local a constaté que les dossiers liés aux discriminations dans le secteur du logement sont toujours particulièrement importants en Wallonie. Pour rappel, notre collègue Mélissa a pointé les chiffres tout à l'heure. Les dossiers logement représentent 52% des dossiers biens et services. Au niveau du logement, comme vous le savez probablement, UNIA travaille de manière individuelle en accompagnant les victimes de discrimination dans leur démarche à entreprendre pour faire valoir les droits, en privilégiant bien sûr une solution par le dialogue, mais on travaille aussi au niveau structurel. L'objectif de travailler de manière structurelle, c'est évidemment d'encourager les autorités locales à prendre des mesures et des initiatives dans leur politique du logement. De ces signalements individuels et du travail mené structurellement, on en tire des enseignements et ces enseignements nous amènent à rédiger des avis et des recommandations à destination des villes. Marie vous citera tout à l'heure un exemple. En 2019, on a été invité par la ville de Gand pour présenter leur outil Testing, qui est en fait un projet mené par la ville de Gand pour lutter contre les discriminations dans le domaine du logement. 3 villes de Wallonie, Liège, Namur et Verviers étaient intéressées par cette présentation et ont également pris part à cette rencontre. L'étude de Gand, en fait, peut être divisée en 3 phases. Le but de cette étude était d'objectiver l'état de discrimination et il en est ressorti que 26% des agents immobiliers discriminaient sur base de l'origine. Dans un deuxième temps, s'en est suivi en fait une campagne médiatique de sensibilisation qui a été lancée par la ville de Gand et qui a permis de réduire ce taux de discrimination qui est passé de 26% à 10%. Ensuite, une phase de prévention et de sensibilisation des agents immobiliers, dont les pratiques s'étaient avérées discriminatoires, avait été également programmée à la suite de la phase de testing. L'idée d'organiser des rencontres sur cette thématique de lutte contre les discriminations dans le domaine du logement s'est avéré du coup nécessaire et sous la coordination d'UNIA, les 3 villes présentes, Liège, Namur et Verviers, ont décidé de se voir par la suite pour échanger sur le sujet et voir quelle pourrait être l'influence d'une autorité locale pour lutter contre les discriminations dans le secteur du logement. À partir de ce moment-là est né le groupe de travail de lutte contre les discriminations en collaboration avec les villes wallonnes. En 2020, un testing mené par des chercheurs de la VUB s'est penché sur les villes de Namur, Mons, Liège et Charleroi, toujours basé sur le critère de l'origine étrangère. L'objectif était d'étudier et de voir si un traitement différent était distingué suite à des demandes de visite de logement. Pour y parvenir, 1109 tests de correspondance auprès des agences immobilières situées à Liège, Namur, Mons et Charleroi ont été effectués. Et les résultats sont que les candidats ayant un nom à consonance marocaine sont discriminés dans 28% des cas en Wallonie par rapport à des candidats ayant un nom à consonance belge. Une autre information importante de cette étude met en évidence que les agents immobiliers discriminent moins que les propriétaires privés, à savoir 20% pour les agents immobiliers contre 43% pour les propriétaires privés. Ces études, en fait, permettent d'attirer l'attention des autorités locales à mettre en place des mesures. Aujourd'hui, et suite à la publication de l'étude de la VUB, nous avons invité les villes de Mons et de Charleroi à rejoindre ce groupe de travail qui était déjà existant et du coup aborder les bonnes pratiques de lutte contre les discriminations. Ce groupe de travail est aujourd'hui composé de 7 villes, Liège, Verviers, Namur, Mons, Charleroi. Bastogne s'est joint à nous durant l'année 2020 et Tournai vient de nous rejoindre tout récemment.
L'objectif de ce groupe de travail est d'amener un travail de réflexion pour inspirer les villes à mettre en œuvre des actions de lutte contre les discriminations en fonction des besoins, des spécificités, mais également des moyens de chaque ville. Nous profitons du coup de ce webinaire pour inviter toutes les villes qui le souhaitent à rejoindre ce groupe de travail. Pour illustrer ce métier de plaidoyer au niveau du logement, nous allons vous passer cette vidéo de la ville de Namur. Un petit instant. Bonjour. Afin de créer du lien entre les acteurs sociaux namurois et pour faire remonter les difficultés du terrain vers le politique, le service de cohésion sociale de la ville de Namur a mis en place une plateforme du social. Alors, cette plateforme namuroise du social, appelée PNS, est sur le territoire de la ville de Namur le lieu du partenariat développé entre les associations, les services, les institutions et les collectifs à finalité sociale d'intérêt. Elle est composée de 3 groupes, dont le groupe logement. Ce groupe logement, il travaille de manière collective sur des thématiques bien précises liées au logement. Dernièrement, il vient d'ailleurs de rédiger un guide du propriétaire clé pour une location réussie. Il s'attelle maintenant à un nouveau projet, celui de la lutte contre la discrimination au logement. Nous avons déjà pu réaliser différents entretiens avec des associations afin d'être conscientisés et d'objectiver cette problématique. L'objectif, il est simple, c'est proposer et mettre sur pied des actions concrètes avec les différents partenaires, telles que la formation pour les travailleurs et travailleuses sociales de première ligne, afin de leur permettre de réagir de manière adéquate face à des propriétaires discriminants. De plus, la ville de Namur a également l'ambition de porter un projet fort sur la discrimination au logement, et ce, en se basant sur un travail collectif et minutieux mené main dans la main avec une université et le soutien d'UNIA et d'autres acteurs sociaux. Alors, comme le disait Sébastien, notre rôle est aussi de rédiger des avis et des recommandations à l'attention des autorités et notamment des communes. Pour illustrer ce métier, je vais vous donner un exemple. UNIA a rédigé un avis en 2020 concernant le contrôle automatique du stationnement. Alors, c'est quoi le contrôle automatique du stationnement? C'est un système qui utilise les scan-cars pour contrôler votre stationnement. C'est quoi les scan-cars? Les scan-cars, ce sont des voitures qui sont équipées d'une caméra sur le toit et qui va contrôler systématiquement votre voiture, donc qui est en stationnement. Alors, vous allez vous demander pourquoi UNIA s'est intéressée à cette problématique. À première vue, ce système ne semble discriminer personne. Cependant, nous avons reçu plusieurs signalements de personnes en situation de handicap qui se sont vues recevoir des contraventions leur demandant de s'acquitter d'une redevance de stationnement alors que leur carte de stationnement était apposée sur le pare-brise de leur voiture. En rencontrant plusieurs villes, on s'est rendu compte que ce système était déjà mis en place ou allait être mis en place. Les villes se posaient des questions sur l'impact de ce système. Nous avons aussi été interpellés par un conseil consultatif de la personne en situation de handicap. Alors, pourquoi les personnes reçoivent systématiquement une contravention alors que leur carte de stationnement est apposée sur le pare-brise de leur voiture? C'est parce que ce système implique que la personne doit aller à l'horodateur pour encoder sa plaque d'immatriculation. Alors, il faut savoir que les bornes ne sont pas toujours accessibles. Et même si des systèmes alternatifs tels que l'encodage par SMS sont mis en place, elles ne répondent pas toujours aux besoins des personnes en situation de handicap. Je pense à un exemple, un signalement que nous avions reçu d'une personne qui était atteinte d'une maladie chronique, qui souffrait de tremblements et qui ne pouvait pas, ni par SMS, ni via la borne, encoder sa plaque d'immatriculation. Il se fait que cette personne a reçu des dizaines de contraventions et par la suite, c'est toujours difficile, en tout cas, de s'opposer à ces contraventions. Nous étions intervenus dans son dossier. Donc, nous avons rédigé une série de pistes pour améliorer ce système. Et des recommandations sont reprises dans notre avis que vous retrouverez sur notre site web. Pour conclure, si l'automatisation du contrôle du paiement des redevances par les scan-cars semble être une tendance dans plusieurs villes belges, cette nouvelle technologie ne doit cependant pas constituer une entrave à la mobilité des personnes en situation de handicap, ni remettre en question leurs droits acquis.
en matière de gratuité des places de parking. Donc, c'est pourquoi nous avons interpellé les autorités à ce sujet. Je vais passer la parole à ma collègue Caroline. Alors, on peut aussi citer comme exemple une autre problématique sur laquelle on a été amené à travailler en 2020 auprès des autorités compétentes, qui concerne une pratique aussi quotidienne dans la vie de tout le monde, qui est la gestion des déchets ménagers. Alors, en fait, depuis plusieurs années, UNIA reçoit des signalements de la part de personnes qui se trouvent en situation de handicap ou qui ont des difficultés liées à leur état de santé par rapport au système des poubelles à puces qui est de plus en plus d'application dans les communes en Wallonie. Alors, ces personnes, elles témoignent de deux problèmes distincts. Donc, il y a d'abord une série de ménages qui voient leur production de déchets augmenter parce qu'elles produisent beaucoup plus de déchets liés au fait que ce sont des déchets qui sont en lien avec leurs problèmes de santé ou leur handicap. On pense par exemple aux personnes qui souffrent d'incontinence ou aux personnes dialysées, donc qui ont une surproduction de déchets, ce qui fait que le volume et le poids évidemment de leurs poubelles est considérable par rapport aux autres ménages. Et ça entraîne évidemment un surcoût en dehors de toute mesure compensatoire. On a calculé que ce surcoût pouvait atteindre 500 € pour les ménages par an, pour les ménages qui sont concernés par cette problématique. Alors, par rapport à ce premier problème, il y a des communes qui mettent déjà en place évidemment des mesures compensatoires pour les ménages qui sont concernés. On a par exemple ANU qui a décidé d'exonérer totalement les ménages concernés de la part variable de la taxe poubelle. Il y a certaines communes qui augmentent le volume ou le poids autorisé pour les ménages qui sont concernés. Il y en a d'autres qui accordent une prime annuelle qui vise à compenser évidemment ce surcoût. Mais on le voit, et il y a d'autres communes qui ne prévoient absolument pas de dérogation ou de mesures compensatoires. Et en tout cas, on voit des pratiques qui sont extrêmement variables d'une commune à l'autre et des montants aussi très variables par rapport à ce qui est compensé par ces mesures. La deuxième problématique que les personnes qui nous contactent, dont les personnes qui nous contactent nous font part, c'est la difficulté éprouvée par certains qui ont des difficultés de mobilité, par exemple, à déplacer simplement ces conteneurs, qui sont parfois trop lourds ou trop volumineux. Là encore, on observe de bonnes pratiques dans certaines communes. Certaines communes prévoient des dérogations pour les personnes qui ont ce type de difficultés pour pouvoir continuer à utiliser des sacs poubelles classiques qui sont plus facilement, qui sont beaucoup plus légers, ou alors d'utiliser des petits conteneurs qui sont plus maniables. Mais là encore, selon la situation spécifique des personnes, parfois cette mesure ne suffit pas. Et il y a encore de nombreuses communes qui ne prévoient pas du tout de dérogation pour les personnes en situation de handicap à l'usage de ces conteneurs. Alors, vu la grande autonomie en fait, qui est laissée aux communes pour réglementer la mise en œuvre de ce système des poubelles à puces, UNIA plaide vraiment pour que toutes les communes, dans leur règlement, prévoient des dérogations et des aménagements pour les personnes en difficulté en raison d'un handicap ou de l'état de santé. Et cela permettrait évidemment aux communes de respecter l'obligation d'aménagement raisonnable pour les personnes en situation de handicap et d'anticiper évidemment toutes les demandes individuelles d'aménagement qui pourraient leur parvenir par rapport à la mise en œuvre de ce système. Alors, on va ici encore voir une petite vidéo d'une commune qui témoigne justement, qui a mis en place ce type de dérogation pour les personnes en situation de handicap et qui démontre aussi que permettre ce type de dérogation n'a pas engendré dans la mise en application des difficultés supplémentaires pour la gestion de ce type de demande, etc. Donc, il s'agit de la commune de Chaumont-Gistou et on va voir la vidéo maintenant. Bonjour, je suis Hélène Morciot, je suis assistante sociale et responsable senior et anti-contact au pôle social de Chaumont-Gistou. Je vais vous parler de la politique des déchets et de comment on a pu l'adapter aux personnes en situation de handicap. Donc on a mis en place deux choses. La première, c'est la possibilité d'obtenir une dérogation pour les personnes qui, en raison de mobilité, ne parvenaient pas à utiliser le nouveau système des poubelles à puces au niveau mobilisation.
Et la deuxième, c'est des primes pour les personnes qui avaient un surcoût de déchets en raison d'une difficulté d'incontinence. Concrètement, comment est-ce que ça se passe? Dans le cas des dérogations, c'est une demande de dérogation qui doit passer au collège. Le dossier est préparé par l'assistante sociale et par la conseillère environnement et est étayé par un certificat médical. Pour la prime incontinence, il suffit de remettre un certificat médical à l'assistante sociale pour obtenir une prime de 50 €. En cas de surcoût supplémentaire engendrant une difficulté budgétaire, une intervention au cas par cas peut être envisagée en interpellant le CPAS. Quand est-ce qu'on l'a mis en place? On l'a mis en place en même temps que la nouvelle politique des déchets. En fait, c'est vraiment une réflexion qui a eu lieu en amont et qui l'a accompagné. On n'envisageait pas de le faire autrement. Pour nous, l'inclusion, c'est vraiment quelque chose qui est important dans notre commune, dans les efforts qui restent à faire et donc ce qu'on est en train de mettre en place. Mais d'une part, justement, on réanalyse le montant des surcoûts engendrés pour voir s'il faut adapter le montant de la prime pour les autres années. Et l'autre chose, c'est qu'on est en train de mettre en place des sensibilisations au niveau du gaspillage alimentaire ou de la gestion des déchets en vue de réduire le nombre de poubelles. Et pour ceci, on va mettre en place des séances d'information spécifiques visant les personnes à mobilité réduite ou les personnes ayant besoin d'une information peut-être donnée autrement. Toujours dans ce travail de plaidoyer, l'année 2020 a mobilisé la communauté belge d'origine africaine par son actualité internationale et nationale. Cette actualité a également impacté, bien sûr, le niveau local. Au niveau international, reprenons pour exemple la Libye et la vente des migrants africains comme esclaves, l'assassinat de George Floyd aux États-Unis, le rapport intermédiaire de l'ONU présenté par une délégation dans quelques villes, côté francophone, et les 60 ans de l'indépendance du Congo. Au niveau national, le passage de la délégation de l'ONU dans certaines villes a été l'occasion de porter les revendications de la communauté subsaharienne aux autorités. Le procès et l'acquittement des policiers impliqués dans le décès de Moïse Bangoura, 27 ans, lors de son expulsion du logement, ainsi que la facture de la morgue présentée à sa famille. Pour rappel, ce jeune homme est décédé en août 2018. La famille n'a toujours pas reçu l'autorisation de l'enterrer. Et donc, la facture revient à la famille. La lettre de la fille de Lumumba au roi Philippe, réclamant les morceaux de la dépouille de son père, toujours détenu par la justice belge, ainsi que la mise en place de la commission parlementaire sur le passé colonial de la Belgique, etc. La communauté concernée lit ces faits et la discrimination dont elle est victime au passé colonial de la Belgique. Dans ce contexte, les villes et communes font face à des revendications de plus en plus appuyées, dont la suppression de certains personnages du folklore, le pêle fouettard, le sauvage de hâte, par exemple, les modifications de noms de rues ciblées comme faisant en fait à la gloire des esclavagistes ou des colons, la suppression des statues du roi Léopold II des espaces publics, la présentation des œuvres dans certains musées africains. C'est dans ce cadre que les villes et communes ont interpellé UNIA. Notre service local a été associé à des réflexions et des séances d'information au niveau en fait, des villes et des communes. Nous avons également rencontré les autorités communales suite aux signalements liés au folklore local. Ce fut l'occasion de réfléchir avec elles, donc avec les villes et les communes, sur le carnaval et les limites d'expression à l'échelle locale. UNIA a rédigé aussi un rapport nommé Carnaval. Le propos de ce rapport est surtout d'objectiver la question de la liberté d'expression et de la dissociation des émotions souvent très vives qu'elle suscite au niveau local
quand on touche aux traditions. 3 exemples parmi d'autres. La ville de Namur, par exemple, a organisé une concertation avec plusieurs acteurs suite au passage de la délégation de l'ONU. Elle a aussi organisé des visites d'un quartier où on retrouve ce type de nom qui porte en fait sur des revendications. La ville de Hatt a organisé des débats et des échanges sur le personnage du sauvage. Et le musée de Namur, en fait, le musée africain de Namur, qui a fermé ses portes pour une rénovation, a d'abord constitué un petit groupe de réflexion et a associé UNIA à cette réflexion par rapport à la présentation future de certaines œuvres au sein du musée. Voilà. Si vous êtes à la recherche de bonnes pratiques et de recommandations, nous vous conseillons de vous rendre sur le site lechoixégalité.be. Alors, lechoixégalité.be, c'est un site qui a été créé par les services locaux implantés en Flandre et en Wallonie et qui est né suite à nos rencontres avec les différentes communes du pays. Nous avons recensé de nombreuses initiatives communales qui ont fait leurs preuves et qui inspirent à une politique d'égalité. Je ne vais pas en dire plus, je vais vous présenter par vidéo lechoixégalité.be. Vous travaillez au sein d'une commune et vous êtes à la recherche de bonnes pratiques et de recommandations? Alors, allez sur le site lechoixégalité.be. Grâce à nos rencontres avec les différentes communes du pays, nos services locaux implantés en Flandre et en Wallonie ont recensé de nombreuses initiatives communales ayant fait leurs preuves et inspirant à une politique d'égalité. Boostés par ces différentes bonnes pratiques, nos services locaux ont souhaité les réunir et les mettre en avant sur une seule plateforme. De là est né lechoixégalité.be. Le choix égalité, c'est plus de 100 bonnes pratiques qui sont mises en place dans les communes pour développer l'égalité des chances. On peut y trouver par exemple une présentation d'un guide pratique à destination des propriétaires pour adapter un logement, une initiative communale récompensant le milieu associatif par la remise d'un prix de l'égalité des chances, ou encore la présentation d'une campagne menée dans le cadre de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Comment fonctionne le site lechoixégalité.be? La page d'accueil propose un onglet reprenant 9 thématiques liées aux compétences communales. Dans chacune de ces thématiques, vous pouvez retrouver les différentes bonnes pratiques ainsi que les recommandations d'UNIA. Lorsqu'une bonne pratique vous inspire, vous avez la possibilité de l'ajouter à votre sélection et continuer à parcourir tranquillement le site. Vous pourrez ensuite exporter votre sélection dans un PDF prêt à être téléchargé et imprimé. Lorsque vous êtes dans une bonne pratique, une présentation claire par rubrique vous détaille l'initiative de la ou des communes. Des liens en dessous de chaque bonne pratique permettent d'en savoir davantage sur chaque projet et de contacter si besoin les porteurs du projet communal. Nous invitons donc les communes à nous faire part de bonnes pratiques afin d'enrichir le site et inspirer d'autres pouvoirs locaux grâce à une bibliothèque d'exemples toujours plus étendue. Pour cela, il suffit soit de contacter les collaborateurs, collaboratrices de notre service qui sont à votre disposition, soit de passer par l'onglet « Contact » du site lechoixégalité.be. Les faits d'actualité tels que la crise sanitaire ou encore les inondations qui ont secoué récemment notre pays nous ont amenés à créer une page spéciale intitulée « Crise et égalité ». L'objectif de cette page « Crise et égalité » est d'apporter des recommandations spécifiques à ces moments de crise pour être conscient des inégalités qu'une crise sanitaire ou climatique peut entraîner au sein de notre société. C'est sur cette information que je vais passer la parole à notre chef de service, Michel, qui va voir si des questions ont été posées durant notre présentation. Bien, comme nous n'avons pas reçu de questions dans le chat,
D'abord, vous dire que vous avez toujours l'occasion de pouvoir nous en poser par écrit et nous aurons le plaisir de vous y répondre. Et donc, aujourd'hui, et à l'occasion de ce webinaire, pas de questions, donc j'ai le plaisir de donner la parole à Patrick Charlier, directeur d'UNIA, qui conclura ce webinaire. Patrick, je te passe la parole. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup à toutes mes collègues et à tous mes collègues d'avoir fait cette présentation. Je tiens ici d'abord à souligner combien nous avons un regret sincère et profond d'avoir dû organiser ceci à distance. Cette rencontre a été suspendue, reportée, avec l'espoir réitéré de nous voir en présentiel. Cela n'a pas été possible. Et donc, c'est avec un pincement au cœur que nous nous sommes résolus à passer à cette formule de webinaire. UNIA est confrontée à une quadrature du cercle. On travaille sur des critères, sur des domaines, sur des métiers, sur des niveaux. Et cette situation particulière nous met dans une position un tout petit peu singulière parce qu'on est à la fois des généralistes et à la fois des spécialistes. Cela peut paraître paradoxal. Nous sommes compétents, vous l'avez entendu, pour pratiquement tous les critères, donc à l'exception du genre et de la langue, on travaille sur les critères raciaux, handicap, âge, orientation sexuelle. Nous travaillons dans tous les domaines, emploi, logement, médias, enseignement, vie sociale. On travaille sur tout niveau, local, régional, national, international, et nous travaillons également, c'est la quatrième dimension, dans différents métiers, de l'aide individuelle, de l'expertise juridique, faire des études et des recherches, de l'accompagnement et des formations, de la communication, de la sensibilisation, formuler des avis et recommandations. Sur ces 4 pôles, on trouvera toujours des personnes, des organisations, des instances plus expertes et plus spécialisées que nous, dans les différents critères, domaines, métiers, niveaux. Par exemple, la connaissance fine et pointue des enjeux et des réalités locales est certainement plus grande chez vous que chez nous. Vous avez cette connaissance quotidienne de ce qui se passe véritablement au niveau local. C'est la même chose au niveau de l'emploi. Les partenaires sociaux, que ce soit les employeurs ou les représentations syndicales, ont une connaissance plus experte et pointue des enjeux liés à l'emploi, et pourtant nous traitons des questions en matière d'emploi. Si on parle des critères en matière d'orientation sexuelle, les organisations comme les maisons arc-en-ciel sont beaucoup plus expertes aussi sur les enjeux liés au respect liés à l'orientation sexuelle et à l'homophobie, et pourtant nous traitons de ces questions-là aussi. Pour terminer, on fait des études et des recherches, mais nous ne sommes pas des académiques, nous ne sommes pas des experts en méthodologie, et pourtant nous traitons de ces questions-là. Cela étant, nous sommes aussi reconnus comme étant des spécialistes et des experts en matière de discrimination et d'égalité. Et donc à travers ces 4 angles d'attaque, nous essayons d'apporter notre contribution dans les enjeux de société et dans ce cadre-là. Nous avons en ce sens probablement une position unique. Nous sommes probablement les seuls en Belgique à pouvoir croiser les questions liées à l'ensemble des critères et l'ensemble des domaines. Cela vous avait été présenté dans les chiffres que l'on a présentés, et ça permet de donner une photographie relativement unique des réalités singulières dont la manière dont les discriminations, les discours et les actes de haine vont s'appliquer dans le domaine de l'emploi, vont s'appliquer entre les différents secteurs en matière de discrimination raciale, orientation sexuelle, âge, conviction religieuse. La deuxième singularité, c'est notre position d'instance interfédérale. Ce n'est pas unique, mais c'est relativement rare dans le paysage institutionnel, ce qui nous permet de faire des ponts, de faire des liens, de mettre les personnes en relation et en perspective. Enfin, nous sommes un service public indépendant, on n'est ni une administration, ni la société civile, chacun a son rôle à jouer, même si nous ne sommes pas les seuls dans ce cadre-là. On peut penser au médiateur wallon, par exemple, ou à l'Ombudsvrouw de la Deutsch-Stalige Gemeinschaft. D'où cette importance pour nous de travailler en relation, en partenariat,
d'établir des échanges de connaissances, des échanges d'expériences, des échanges d'expertise. Et je veux ici citer un article de notre accord de coopération qui fonde notre objet social. Le UNIA exerce ses missions dans un esprit de dialogue et de collaboration avec les associations, les instituts, les organes et les services qui, en tout ou en partie, accomplissent les mêmes missions ou sont directement concernés par l'accomplissement de ces missions. Et c'est pour ça que nous avons développé un service local. C'est pour ça que nous essayons, dans les différentes dimensions sur lesquelles nous travaillons, de travailler sur le plan local et de travailler de manière décentralisée, d'assurer une présence sur le terrain. C'est aussi cette position unique qui nous permet de faire des ponts, de faire des liens, de mettre en relation, d'être un ensemblier. Et à travers la présentation que nous avons faite aujourd'hui de notre activité au niveau local en Wallonie, nous avons voulu traduire cette réalité-là. Je tiens à remercier toute l'équipe du service local, Michel, Mélissa, Caroline, Sébastien, Marie et Astérie, mais également Laude et Louise pour la logistique et la communication. Et j'espère que dans un avenir relativement proche, nous pourrons nous voir en vrai, en présentiel et pouvoir avoir des échanges en direct fructueux. Je redonne la parole maintenant à Michel pour quelques mots finaux. Sur en conclusion, Patrick, une question est arrivée sur ce que tu as dit, où tu as exprimé le fait que nous n'étions pas compétents pour la langue. Pourrais-tu, en 2-3 mots, nous dire pourquoi nous ne sommes pas compétents pour la langue? Alors, en 2003 et en 2007, lorsque le législateur a introduit l'interdiction de la discrimination sur base de la langue, derrière le concept de discrimination sur base de la langue se cache le conflit communautaire en Belgique entre francophones et néerlandophones. Et les autorités, le législateur, on le regrette, ne nous a pas donné la compétence pour traiter de ce type de contentieux. Alors, on reçoit chaque année environ 150, 180 signalements sur base du critère de la langue. Cela concerne parfois effectivement le contentieux linguistique belge. Pour vous donner un exemple, dans le passé, nous avons eu des signalements ou un signalement de Bart de Wever qui se plaignait de la manière dont les Flamands étaient caricaturés ou étaient traités dans la presse francophone. Mais nous avons également reçu, pour donner une image du spectre, des signalements d'Olivier Minguin qui se plaignait de la manière dont le Premier ministre à l'époque avait parlé des francophones. C'était Yves Le Terme, il n'était pas encore Premier ministre, il était président de parti, qui disait que les francophones c'était un sac de cailloux qui était sur le dos de chaque Flamand. Et donc, on reçoit comme ça des signalements régulièrement. Aujourd'hui, il n'y a aucune instance qui traite de ces questions-là. Maintenant, les questions de langue ne sont pas liées uniquement ou exclusivement au contentieux communautaire. On a parfois aussi des questions qui relèvent de discrimination sur base de l'accent des personnes qui sont refusées pour un emploi parce qu'elles ont un accent. Alors, de manière tout à fait paradoxale et un peu singulière, si c'est un accent d'origine étrangère, un accent par exemple africain ou latino-américain ou asiatique, là nous allons être compétents parce que c'est lié à l'origine de la personne et là on se trouve sur un critère racial. Par contre, si c'est un accent intra-belge, on pense par exemple, on a quelques dossiers sur des accents west-flandriens, West-Vlaams, qui est stigmatisé en Flandre et on reçoit quelques dossiers de ce type-là, mais ça peut être des accents en Wallonie également. Là, nous ne sommes pas compétents et donc il y a là une différence de traitement, voire une discrimination dans le dispositif actuel et nous recommandons aux autorités de désigner un organe qui puisse traiter de ces dossiers-là, de ces critères-là et si c'est nous, c'est très bien, nous les traiterons à l'instar des autres critères pour lesquels nous sommes aujourd'hui compétents. Merci Patrick. Ne nous quittez pas encore tout de suite. À la fin de ce webinaire et tout en vous remerciant d'y avoir participé, on voudrait vous demander encore quelques minutes de votre temps en répondant à un petit sondage d'évaluation que vous trouverez sur le lien QNR où il y a un formulaire qu'il suffit d'ouvrir et 4 questions vous sont posées.
ça nous serait vraiment bénéfique si vous pouviez répondre à ces quelques questions qui nous permettront de nous améliorer. Donc, encore une fois, au nom de toute l'équipe Edunia, nous vous remercions de votre assistance et à très bientôt, comme le disait Patrick, sur le terrain.